Mesdames et messieurs, bonsoir. Soyez les bienvenus pour cette nouvelle édition de notre journal de 22 heures. À la une, dans l'actualité. À la une dans l'actualité nationale, un hub commercial et financier en lutte contre le blanchiment et le terrorisme. Toujours dans l'actualité nationale, l'ambassadeur Aïd Moussa Yahya fait écho à la conscience de l'UNESCO lors du Djibouti dénonce la violence mondiale sur Gaza. Toujours dans l'actualité internationale, l'Égypte a confirmé que l'aide humanitaire allait pouvoir entrer dans la bande de Gaza. C'était les titres. Merci à si vous nous rejoignez. Eh bien, dans le cadre de l'évaluation mutuelle de la République de Djibouti, s'est tenue sous l'égide du Premier ministre une réunion virtuelle de haut niveau entre le gouvernement et le président du GAFIMON, groupe d'action financière internationale Moyen-Orient et Afrique du Nord, institution dans notre pays et membre depuis 2018. Le Premier ministre, M. Abdelkader Khan Mohamed, a pris part à une réunion réunissant des hauts responsables, parmi lesquels le ministre des Affaires étrangères et ministre par intérim de la Justice, le ministre de l'Intérieur, le ministre du Commerce, le gouverneur de la Banque centrale, le procureur général de la République, ainsi que le président de la Chambre de commerce, entre autres. Le niveau d'engagement témoigne de l'importance qu'accordent les plus hauts décideurs de l'État à cette évaluation mutuelle indispensable à notre pays qui inspire à devenir un hub commercial et financier régional. L'évaluation mutuelle a rappelé que chaque pays membre est invité à se soumettre, permet de mesurer l'efficacité de ses textes et de ses institutions face à ces triples menaces que sont le blanchiment des capitaux, le financement du terrorisme et la prolifération des armes à destruction massive. Le GAFIO Mouman, qui est l'agence au niveau international, a élaboré en 2012 40 recommandations qui constituent les normes internationales en matière de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme. Avant d'annoncer le processus d'évaluation, les pays sous évaluation conduisent une auto-évaluation intitulée « Évaluation nationale de risque » afin de dresser un état des lieux de son système de lutte contre le blanchiment des capitaux et financement du terrorisme. L'évaluation mutuelle comporte deux axes indépendants, la conformité technique et l'efficacité. Le premier axe porte sur la conformité de nos textes par rapport aux 40 recommandations. L'efficacité permet d'une part de voir si les pays sous évaluation disposent d'un cadre institutionnel adéquat et d'autre part de mesurer l'application effective des textes par les institutions concernées par le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme. Cette étape comprend une visite pays des experts du GAFIMON. La visite de Djibouti aura lieu en février 2024. Notre pays est parcours dans son processus d'évaluation et vient d'achever la conformité technique. Par ailleurs, et conformément aux recommandations, une coordination nationale placée sous l'autorité du procureur général a été créée par décret en date du 9 août 2023 et à ce titre, il est coordonné et dirigé par l'ensemble des travaux relatifs à l'évaluation mutuelle de Djibouti. Et l'idée que depuis notre adhésion, d'importants travaux ont été réalisés en 2021 et conformément à la recommandation du GAFIMON, notre pays procède de manière participative à l'évaluation nationale des risques, une auto-évaluation qui nous a permis de voir clairement les forces et les faiblesses de notre système de lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme. Enfin, ce processus d'évaluation de 14 mois nous permettra de prendre en compte la conjoncture de Djibouti, d'identifier nos faiblesses systématiques, de nous conformer aux conséquences et aux recommandations. Écoutons à présent le ministre des Affaires étrangères et ministre par intérim de la Justice, M. Mohamed Ali Youssouf. Volonté d'accompagner Djibouti dans un processus qui nous a été décliné avec un calendrier qui va jusqu'à la fin de 2024. J'aimerais ici d'abord faire une première observation. Je crois que depuis quelques années, notre pays a fait des efforts considérables pour lutter contre le financement du terrorisme et le blanchiment d'argent. Mais toujours est-il que cette évaluation mutuelle va nous permettre certainement de faire patte blanche, comme on dit, et surtout de renforcer nos institutions qui ont la charge de la lutte contre ces phénomènes. Eh bien, le Premier ministre, M. Abdelkader Kamel Mohamed, a rappelé enfin ce processus d'évaluation, a-t-il rappelé que son discours rappelait la volonté de la République de Djibouti de réussir son intégration régionale et a souligné en ce mot le fait que nous sommes situés sur l'une des principales voies maritimes mondiales demeure un havre de paix, de stabilité dans une région particulièrement troublée où sévissent le terrorisme et d'autres formes de criminalité transnationale
organisée plutôt. Il met en exergue notre ambition de transformer notre pays en une place financière capable de prévenir et de réprimer toute forme de crime économique. Écoutons le Premier ministre. Vous savez, la République de Djibouti, située sur l'une des principales voies maritimes mondiales, demeure un havre de paix et de stabilité dans une région particulièrement troublée où sévissent le terrorisme et d'autres formes de criminalité transnationale organisée. Il était indispensable pour nous de mettre en place un cadre juridique et institutionnel pour prévenir et lutter contre le terrorisme ainsi que tous les autres crimes qui lui procurent les ressources nécessaires. Au lendemain des attentats du 11 septembre 2001 et des résolutions du Conseil de sécurité numéro 1373 et le numéro 1267, relatives respectivement au financement du terrorisme et au régime des sanctions financières imposées à l'encontre des personnes physiques et morales associées à Al-Qaïda. Notre pays a adopté une série de lois dont les plus importantes sont les lois de 2001, complétées en 2011, portant sur le blanchiment des capitaux et la loi sur le financement du terrorisme. Afin de mettre pleinement et effectivement en œuvre ce bouclier juridique, un cadre institutionnel a été institué avec la création d'une part d'un comité national de lutte contre le terrorisme dont la quasi-totalité des membres sont ici présents aujourd'hui et d'autre part le service des renseignements financiers. Notre ambition est de transformer notre pays en une place financière sûre, capable de prévenir et de réprimer toute forme de crime économique. C'est dans cette optique que notre pays a adhéré en 2018 à votre institution, le GAFIMON, et par la même occasion accepté de soumettre notre système financier au processus d'évaluation mutuelle. Le gouvernement de la République de Djibouti est conscient des enjeux et de ces faits. Nous veillerons à ce que cette évaluation se déroule dans les meilleures conditions. Autre actualité dans ce 22h, c'est aussi le président de l'Assemblée nationale, M. Dileta Mohamed Dileta, qui a reçu aujourd'hui la représentante résidente de la Banque mondiale à Djibouti, Mme Fatou Fall. La rencontre entre le président de l'Assemblée nationale, M. Dileta Mohamed Dileta, et la représentante de la Banque mondiale s'est déroulée dans le salon d'honneur de l'Assemblée nationale en présence du secrétaire général, M. Ismaël Boudine, le directeur du cabinet du président de l'Assemblée nationale, M. Idriss Mohamed Ahmed. L'entretien a porté sur les voies et moyens susceptibles de consolider les relations d'amitié et de coopération entre les deux institutions. Le président du Parlement, Dileta Mohamed Dileta, a assuré son hôte de sa disponibilité pleine et entière durant l'exercice de sa mission. La représentante de la Banque mondiale à Djibouti s'est dit, quant à elle, honorée de rencontrer le président du Parlement et l'a remercié pour son accueil chaleureux. Tout à fait autre chose cette fois-ci, à l'issue de la réunion d'urgence tenue dans la ville saoudienne de Jeddah, l'Organisation de coopération islamique a fermement condamné le ciblage flagrant par les forces d'occupation israéliennes de l'hôpital Al-Ahli Arabi dans la bande de Gaza, appelant à lever du blocus et à la protection des civils. La déclaration finale de cette réunion a également appelé à la cessation immédiate de l'agression israélienne contre le peuple palestinien dans la bande de Gaza, qui compte une population d'environ 2,5 millions d'habitants. L'organisation, qui compte 57 pays membres, a exhorté la communauté internationale à fournir une aide humanitaire, médicale et des secours d'urgence, à fournir de l'eau et de l'électricité et à ouvrir immédiatement les couloirs humanitaires sûrs pour acheminer cette aide d'urgence dans la bande de Gaza. L'OCI a également tenu Israël pleinement responsable du sort des civils dans la bande de Gaza et de la véritable tragédie à laquelle ils sont confrontés sous les bombardements, le siège et la famine, sans électricité, sans nourriture ni eau potable, tout en les forçant à abandonner leur maison.
Eh bien, dans un discours prononcé lors de la réunion des ministres des Affaires étrangères de l'OCI, présidée par le Royaume d'Arabie Saoudite, l'ambassadeur de Djibouti à Riyad et représentant permanent de notre pays auprès de l'Organisation de la coopération islamique, M. Diaïdine Bamakrama, a encore une fois condamné au nom de la République de Djibouti la brutale agression israélienne contre le peuple palestinien devant la communauté internationale. Je me joins aux voix des ministres et ambassadeurs présents pour affirmer notre soutien à la création d'un État palestinien indépendant avec Jérusalem-Est comme capitale, conformément aux résolutions internationales et à l'initiative des pays arabes, a déclaré le diplomate djiboutien. L'ambassadeur Bamakrama a affirmé le plein soutien de Djibouti à la cause palestinienne, la considérant comme la question de la conscience d'humanité, soulignant l'importance et l'engagement des États membres de l'OCI à soutenir cette question avec toute leur capacité. Eh bien, autre réunion, cette fois-ci, c'est la dernière plénière de la 17e session du Conseil exécutif de l'UNESCO qui s'est tenue ce matin, où l'ambassadeur de la République de Djibouti, délégué permanent auprès de l'UNESCO et représentant auprès du Conseil exécutif, M. Aïd Moussa Yahya, et également doyen du corps diplomatique africain et arabe en France, a attiré le Conseil sur la silence coupable face à la barbarie qui s'opère devant nos yeux. Dans cette maison érigée pour la paix, il s'est étonné qu'on ne fasse pas le moindre des gestes, à savoir une minute de silence. Ce véritable plaidoyer pour l'humanité que nous possédons, chacun en nous a reçu à l'UNESCO un accord total et a permis tout en chacun de prendre la parole pour inscrire dans la justesse et la cause palestinienne. Cette intervention remarquée et appréciée démontre, si besoin en était, la position de notre pays qui s'inscrit dans une vision qui fait entendre sa voix, la juste cause de nos frères palestiniens au sein des organes décisionnels du système des Nations Unies. Voici un premier extrait, écoutons-le. Merci, Madame la Présidente. Madame la Présidente, j'ai pris la parole pour féliciter mon ami l'ambassadeur d'Italie pour le rapport du comité qu'il préside et que j'ai l'honneur de faire membre. Mais, Madame la Présidente, je prends la parole. Depuis ce matin, nous sommes réunis comme si de rien n'était. Je prends la parole pour dire que nous sommes quand même l'UNESCO, ce qu'on appelle l'endroit où l'humanité doit s'afficher. Je prends la parole comme étant un être humain et non pas un ambassadeur. Au moment où nous voyons ce qui se passe au Proche-Orient, Madame la Présidente, je propose, comme nous le faisons chaque année au début du Conseil exécutif, d'observer une minute de silence, puisque l'on est aujourd'hui, maintenant, au moment de la minute de silence, pour toutes les victimes, car sinon, nous ne sommes pas un Conseil exécutif qui respecte ce qu'il dit. Je crois, Madame la Présidente, il est temps de pouvoir également démontrer et montrer notre humanité face au carnage qui se passe au Moyen-Orient, et je dis pour toutes les victimes. Je vous remercie, Madame la Présidente. Je propose une minute de silence, et je serai le premier à me lever. Thank you. We heard the proposal for the minute of silence for all the victims in the Middle East. Dans un deuxième temps, l'ambassadeur a également pris la parole pour exprimer la position officielle de Djibouti sur la question palestinienne face aux agressions et aux punitions collectives qui ont vu un massacre de l'hôpital. Récoutons l'ambassadeur. Madame la Présidente, je vous remercie pour votre excellente manière avec laquelle vous dirigez nos délibérations et remercie le Conseil pour son accord avec nous sur la demande d'une minute de silence au nom de notre humanité partagée. Madame la Présidente, ma délégation s'aligne sur les propos du Koweït au nom du groupe arabe et souhaite ajouter que dans ces périodes, le silence est complice et coupable. On dit normalement « silence en tue ». Madame la Présidente, nous ne pouvons pas, d'un point de vue moral, philosophique, cartésien, humain, accepter de mettre au même niveau la plus grande armée dans la région face à un groupe, l'occupant,
face à l'occupé, le droit à l'autodéfense face au massacre délibéré des civils, le meurtre des journalistes. Madame la Présidente, il s'agit de 2,2 millions de personnes dans une petite bande qu'on appelle la bande de Gaza, qu'on appelle communément une prison à ciel ouvert. Nous avons vu les punitions collectives avec le nombre et le lot de morts que nous voyons chaque jour. Madame la Présidente, Djibouti condamne avec la plus grande fermeté le bombardement sauvage de l'hôpital Al-Moudani à Gaza. C'est un crime contre l'humanité. Dans cette maison de la conscience, de cette tribune de l'UNESCO, Madame la Présidente, Djibouti souhaite rappeler qu'il ne faut pas oublier et qu'il faut toujours rappeler qu'il s'agit avant tout d'une question d'occupation. Nous appelons de cette tribune, Madame la Présidente, avec toute l'humanité qui est la nôtre, à un arrêt immédiat des hostilités et à permettre à l'aide humanitaire de parvenir aux civils. La République de Djibouti demande instamment une action internationale sérieuse et décisive pour assurer une protection immédiate des civils innocents, ainsi que pour contraindre l'État d'occupation à mettre fin à son agression brutale contre la bande de Gaza, une guerre qui constitue une tâche sur le front de l'humanité. Djibouti souligne enfin que le seul moyen d'instaurer une paix durable au Moyen-Orient est d'aboutir à une solution juste et globale de la question palestinienne sous toutes ses facettes, garantissant le droit du peuple palestinien à établir un État indépendant avec Jérusalem-Est comme capitale, conformément à la solution des deux États, à l'initiative de paix arabe et aux résolutions pertinentes de la communauté internationale. Voilà, Madame la Présidente, les quelques mots que nous voulons dire pour éveiller en nous, dans notre conscience, dans cette maison de la conscience, que nous ne devons pas être silencieux lorsque nous voyons ce qui se passe au Moyen-Orient. Je vous remercie. Eh bien, concernant l'aide humanitaire, c'est une annonce attendue depuis plusieurs jours. Israël a donné son feu vert à la livraison d'aide humanitaire dans la bande de Gaza. Les 20 camions remplis de médicaments, nourriture, eau, qui attendaient à la frontière égyptienne pourront se rendre cette semaine dans le sud de l'enclave. Une nouvelle qui survient après la visite de Joe Biden dans l'État hébreu, approuvée par le Caire. Dans la foulée, le président américain a appelé à la d'escalade après l'annulation d'un sommet entre les différents dirigeants des pays du Proche-Orient. Israël a accepté que l'aide humanitaire peut commencer à être acheminée de l'Égypte vers Gaza. Mais soyons clairs, si le Hamas détourne au vol l'aide, il aura démontré une fois de plus qu'il ne se souciait pas du bien-être du peuple palestinien, a déclaré Joe Biden lors de sa conférence de presse avec le Premier ministre israélien. Retour à Djibouti, où les comités nationaux des pays de l'Afrique francophone de la télé-régionale du programme Mémoire du Monde, organisé par l'UNESCO en collaboration avec l'Agence nationale pour la promotion de la culture, ont visité hier, à l'issue des travaux d'atelier, les sites dits de mémoire de Djibouti, tels que le mémorium du barrage de Djibouti, EGA, le musée retraçant le passé colonial et historique du pays, ainsi que la Bibliothèque nationale et Archives nationales de Djibouti. Une visite guidée, riche en immersion, qui a permis aux présidents des comités nationaux de 12 pays africains francophones de s'imprégner de l'histoire de Djibouti dans sa lutte pour l'accession à l'indépendance, mais aussi des voies et moyens mis en pratique pour sauvegarder et préserver le patrimoine historique et culturel. Pour rappel, le programme Mémoire du Monde, initiative de l'UNESCO, mise en place depuis 1992, impliquant la participation de plusieurs pays par la voie des comités, entend à protéger, préserver et promouvoir l'accès au patrimoine documentaire de l'humanité, dont Djibouti fut cette année le pays hôte pour la tenue de l'atelier régional. À cette fin, une soirée de clôture a eu lieu à l'Escale International Hotel au profit des participants de l'atelier et qui a vu la présence de la ministre de la Jeunesse et de la Culture, Dr Hibo Moumin Assoui.
Nous avons pu, durant la première journée, étudier en profondeur l'instrument normatif dédié au patrimoine documentaire, qui est la recommandation de 2015 concernant le patrimoine documentaire, y compris le patrimoine numérique, en matière de préservation et d'accessibilité. Donc, dans cet accord, dans cet instrument normatif, il y a l'engagement qu'avaient pris les États, tous les États, les 194 États, de faire rapport chaque année, avant le mois de novembre, rapport donc sur la mise en œuvre nationale de cette recommandation. Et j'espère qu'à l'issue de cet atelier, Djibouti donc, fera partie des pays, des rares pays, Madame la ministre, qui ont eu à faire ce rapport et servira de modèle aux autres. À l'occasion de notre atelier régional, et c'est notre première rencontre actuellement, une première rencontre des comités nationaux des pays francophones d'Afrique qui a lieu les 2 derniers jours à Djibouti. Au cours des travaux des 2 derniers jours, nous avons effectivement pu constater le dynamisme que vous avez apporté au secteur de la culture depuis votre nomination, bien évidemment en y apportant la jeunesse, mais aussi des personnes qui sont engagées, qui sont passionnées par la promotion de la culture. Et nous avons pu voir ça au cours des 2 derniers jours des travaux à travers les interactions, les discussions, les questionnements qu'on a eus de qui devrait composer le Comité national Mémoire du Monde à Djibouti, mais aussi les visites que nous avons pu faire au mémorial, mais aussi à ce magnifique bâtiment des Archives nationales et de la Bibliothèque nationale. Eh bien, la ministre de la Jeunesse et de la Culture a relevé dans son discours l'importance de la conservation des mémoires et de la volonté du chef de l'État à impulser ce domaine à travers différentes initiatives et de l'importance que revêt le patrimoine documentaire afin de le léguer aux générations futures. Écoutons-la. Comme on se salue ici à Djibouti, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Donc soyez le bienvenu dans notre beau pays, Djibouti, qui est vraiment une véritable porte ouverte sur la région, les continents, mais aussi sur le monde. Et nous y sommes très conscients et je vous assure, c'est une responsabilité. Donc on essaie de la relever à chaque fois et c'est un plaisir de vous accueillir ici à Djibouti. Et d'autant plus sur un thème très important qui est dans la mémoire du monde. Je vous assure, les ministères œuvrent au quotidien pour qu'il y ait encore plus de transcription, plus de conservation, mais surtout plus de transmission. Et donc c'est que c'est un travail vraiment, moi je dirais, herculien, parce que l'Afrique est riche de ses patrimoines oraux, mais elle sera encore plus riche quand elles seront préservées, placées dans des lieux de conservation et qu'elles permettront à tous nos jeunes de pouvoir en disposer pour réfléchir dessus, les analyser et les étudier. Donc je sais que c'est un travail de longue haleine et que l'Afrique aujourd'hui est complètement engagée dans ce travail moi je dirais, de revendication de ces patrimoines culturels, avec bien sûr l'appui et le soutien de tous les partenaires. Et d'ailleurs, maintenant, à chaque fois qu'on parle de la culture et qu'on s'adresse aux différents partenaires, on nous dit « mais il y a l'UNESCO, il y a l'UNESCO ». Et on leur dit « mais non, tous les partenaires doivent travailler sur cette question tellement elle est importante, donc aussi bien pour le monde que pour l'Afrique. Et il est temps, en fait, que dans ces grands registres internationaux, on retrouve toute la richesse du monde, et surtout toute la richesse du continent africain. Donc nous avons un prix-valu, nous avons beaucoup de choses à apporter, il faudra qu'on joue donc notre rôle et notre jeunesse nous attend beaucoup sur ce point-là. Donc je sais qu'il y a beaucoup d'avancées, des belles avancées je dirais, et donc je vous félicite autant que vous êtes ici présents ici pour tout le travail qui est fait et je sais qu'ensemble on ira beaucoup plus loin. Et donc Djibouti et son gouvernement avec le président de la République, son Excellence Ismaël Omar Guelleh, donc tiennent beaucoup à tout ce travail de
moi je dirais autour du patrimoine, mais vraiment au pluriel, et plus particulièrement tout ce qui concerne, on y travaille aussi, que ce soit des documentaires écrits, oraux, sur des images. Donc là, le week-end prochain, on ira explorer les arts rupestres d'Abourma. Donc on vous invite, si vous voulez, venir avec nous. Donc il y a beaucoup de choses à faire et on va y arriver. Et donc notre jeune nation... Autre actualité dans ce 22 heures, direction la Chine où le ministre des Finances et de l'économie, M. Ilyas Moussedawale, et le géant chinois du ciment, CNBM, Smart Industry Technology, ont signé un accord lors d'une cérémonie officielle pour marquer le succès d'une collaboration qui a débuté en 2019 pour transformer la cimenterie d'Ali-Sébié en une opération durable et florissante. Rapport que la cimenterie d'Ali-Sébié est opérationnelle et vise à répondre à la demande croissante des ciments dans la région. Ce partenariat est un exemple probant de ce que la coopération internationale peut réaliser lorsqu'elle est axée sur un engagement à long terme. Lors de la cérémonie de signature de cet accord historique, les représentants de deux parties, en l'occurrence le ministre des Finances et le PDG de la société, ont souligné l'importance de maintenir des relations bilatérales solides entre la Chine et Djibouti. Ils ont également annoncé un protocole d'accord visant à renforcer davantage leur partenariat et à garantir un avenir durable pour l'usine. Il convient de souligner que depuis la signature du contrat en 2019, une série de jalons significatifs ont été franchis. Les activités ont conclu la réévaluation du projet existant, la livraison d'équipements essentiels, le déploiement de la main-d'œuvre, l'installation d'équipements électrotechniques, la révision du logiciel du système expert et bien plus encore. Tout cela a conduit à la production ininterrompue du clinker et des ciments, marquant l'aboutissement de cet impressionnant partenariat. Nous sommes extrêmement reconnaissants envers CNBM, Smart Industry Technology, pour l'engagement sans faille et les efforts inlassables, a déclaré le ministre. Dans une joie indéniable, toujours dans cet élan, il a précisé que ce partenariat est un exemple inspirant de la manière dont la coopération internationale peut façonner l'avenir. Nous sommes prêts, a-t-il poursuivi ses efforts pour consolider nos relations bilatérales. Fin de citation, a-t-il conclu le ministre des Finances. On reste toujours en Chine, où dans le cadre de sa mission en Chine, le président de l'autorité des ports et des zones franches a visité aujourd'hui la ville de Yantai, une ville côtière située au sud-est de Pékin, dans la province de Shandong. Lors de sa visite, le président de l'autorité des ports et des zones franches a eu un entretien et une réunion fructueuse avec M. Zai Huxiang, vice-président du Wenwai Chemical Group, au siège du centre de recherche et de développement situé dans le parc industriel de Wunwai à Yantai. Wunwai Chemical Group est une entreprise leader dans la fabrication des produits chimiques de haut de gamme et des matériaux pour l'industrie, générant un revenu annuel de 24 milliards de dollars en 2022 sur 9 sites de production. A exprimé sa ferme intention de s'approvisionner en sel brut après avoir été convaincu de sa qualité et de sa production durable. Wunwai prévoit de commencer avec 2,5 tonnes métriques de sel par an via le port de Goubet et augmenter progressivement ce volume jusqu'à 5 tonnes métriques par an afin de garantir à ses usines un approvisionnement fiable en matières premières. Le président a aussi rencontré le maire de la ville, M. Zhang Deyan, et son adjoint, ainsi que par différents directeurs de département. Les discussions ont porté sur le jumelage entre la ville d'Arta et la ville de Yantai, renforcement des capacités dans l'industrie de l'économie bleue, comme l'aquaculture, et l'opportunité pour les entreprises industrielles de Yantai de s'installer à Djibouti afin d'accéder au marché des pays du COMESA. Autre actualité nationale, retour à Djibouti où la préfecture de Djibouti-Ville a procédé au lancement d'une première réunion périodique de concertation des services déconcentrés de l'État, présidée par le préfet de la ville, M. Abdi Siki Rayed. Cette réunion a vu la participation de plusieurs responsables des services publics, à savoir l'OVD, l'ADR, la Roulos, la protection civile et le service d'assainissement. L'objectif de cette réunion est de mettre en place une synergie et un état d'esprit coopératif et collaboratif, mener des réflexions collectives pour l'intérêt général et de mettre en cohérence les actions publiques sectorielles, ainsi de garantir la continuité et la cohérence dans la mise en œuvre des politiques au service du développement. Rappelons à cet effet, plusieurs points ont été évoqués, dont la propreté de la ville, la sécurité routière,
l'état des routes urbaines, la lutte contre la vente des drogues et la délinquance. Ainsi, la réunion de concertation périodique va se poursuivre durant 15 jours au sein de la préfecture. Eh bien, le préfet de la ville a précisé qu'il est important d'avoir un esprit coopératif et collaboratif des différents services de l'État pour mener à bien les actions des services. Dans le souci d'une meilleure coordination des différentes actions des services techniques de l'État pour l'intérêt général de la population, la préfecture de Djibouti-Ville a procédé aujourd'hui au lancement de la première réunion, qui sera bien sûr désormais périodique. C'était une réunion de concertation des différents services techniques déconcentrés de l'État. Cette réunion a vu la participation des principaux responsables des services techniques de l'État. Les objectifs de cette rencontre consistaient, entre autres, à mettre en place une synergie et un état d'esprit coopératif et collaboratif des différents services de l'État, à mener des réflexions collectives pour l'intérêt général de la population, à échanger et mutualiser les expériences des différentes institutions étatiques, à mettre en cohérence, je veux dire, les actions publiques sectorielles, à recenser et identifier les défis et les difficultés récurrentes dans la régulation des actions publiques. Et enfin, à garantir la continuité et la cohérence dans la mise en œuvre des politiques de l'État au service du développement. Cette réunion périodique se tiendra, bien sûr, tous les 15 jours, comme d'habitude, à la préfecture, et il sera question, au cours des prochaines réunions, de faire le suivi et évaluation des activités réalisées au cours de cette période. Je profite de l'occasion maintenant pour remercier tous les participants, tous les responsables des différents services qui ont contribué et activement à la réalisation des objectifs escomptés de cette réunion. Eh bien, on va en France, où à l'instar de leurs camarades de premier groupe du 14 au 21 octobre, les étudiants du deuxième groupe d'élèves du lycée d'excellence de Djibouti ont entamé leur stage d'immersion dans les 3 lycées prestigieux et de référence, en l'occurrence le lycée Louis-le-Grand de Paris, le lycée Camille Guérin de Poitiers et le lycée Henri Poincaré de Nancy. Répartis dans plusieurs classes préparatoires selon leur spécialité, les élèves du lycée d'excellence ont bénéficié d'un dispositif par binôme d'étudiants djiboutiens et français visant à un partage et des échanges mutuellement enrichissants pendant leur stage d'une semaine en France. Les étudiants djiboutiens du lycée d'excellence ont pu avoir accès aux ouvrages de référence des bibliothèques et au matériel pédagogique spécifique aux écoles préparatoires. De plus, nos étudiants ont profité des équipements modernes, des laboratoires physiques mis à leur disposition par les lycées d'accueil. Ils ont participé à l'expérience pratique encadrée par des professeurs agréés, ce qui a enrichi leur compréhension des concepts théoriques étudiés en cours. En marge des cours et des séances de labo, les élèves ont pu bénéficier des conseils précieux des professeurs français des 3 lycées de Paris, Poitiers et Nancy pour l'orientation des choix des concours, préparant à l'accès aux écoles ingénieurs, aux écoles de commerce et aux écoles normales supérieures. Les étudiants djiboutiens de l'excellence ont apprécié l'accueil chaleureux des chefs d'établissement et de leur personnel éducatif. Afin de pérenniser et de consolider les acquis du stage d'immersion, il a été recommandé un travail de collaboration à distance entre le lycée d'excellence de Djibouti et les 3 lycées français sur des thématiques précises répondant aux besoins des élèves dans tous les domaines. Ce stage d'immersion en France est allé sur 2 semaines, du 7 octobre jusqu'au 21 octobre, dans les lycées français les plus prestigieux et une première étape vers la consolidation et la structuration de notre école d'excellence qui est destinée à devenir le creusot ou le berceau préparant l'émergence des futures élites pour le secteur de pointe de notre pays, à savoir les infrastructures aéroportières, les télécommunications, l'énergie renouvelable, l'hydrocarbure et la pétrochimie. On reste toujours dans le domaine éducatif où le ministère du Travail, chargé de la formalisation et de la protection sociale, en collaboration avec le ministère de l'Éducation nationale, de la formation professionnelle, communique que le registre d'inscription au concours de recrutement des élèves professeurs est ouvert à partir du 19 octobre au 2 novembre 2023.
Toute candidature titulaire d'une licence et âgé ou âgé de moins de 35 ans peut postuler au concours de recrutement des élèves professeurs et à s'inscrire en ligne à l'adresse suivante: www.concours.prof.des-menfop.com. Menu de la confirmation d'inscription, imprimé, le ou la candidate déposera son dossier à la direction des examens et concours. Le dossier doit contenir une photocopie de la carte d'identité nationale récente sur présentation obligatoire de l'original, une photocopie des diplômes certifiés conformes du baccalauréat sur présentation obligatoire originale, une photocopie du diplôme certifié conforme de licence sur présentation obligatoire et originale, et photo d'identité récente et identique. Les postés à pouvoir sont présentés dans les tableaux suivants. Les postes sont répartis dans différentes catégories d'enseignement, à savoir le préscolaire, primaire, enseignement bilingue et technologie, enseignement moyen et secondaire, enseignement spécialisé. Le nombre de postes varie en fonction de la catégorie de la région: Djibouti, Arta, Ali Sabié, Dikil, Obok ou Tedjoura. Au total, les postes à pourvoir sont de 190 enseignants pour la base, 200 pour le moyen et secondaire, et 20 pour l'enseignement bilingue et technologie. Enseignement spécialisé, postes spécifiques sont ouverts sur les professeurs en langue des signes française et spécialité des enfants à besoins spéciaux à Djibouti uniquement. Il est crucial que les candidats intéressés lisent attentivement ces communiqués et vérifient s'ils remplissent les conditions admissibles, s'inscrivent en ligne dans les délais impératifs et préparent leur dossier de candidature conformément aux exigences mentionnées. Autre actualité dans ce 22 heures, c'est aussi cette cérémonie de clôture de formation sur le sauvetage aquatique, la surveillance des baignades, qui a eu lieu hier à l'état-major de la Direction nationale de la protection civile, présidée par le colonel Mahmoud Moussa Mahmoud, directeur national de la protection civile, le commandant du corps des sapeurs-pompiers et le colonel Laurent Le Golf, attaché de la sécurité auprès de l'ambassade de France à Djibouti. Eh bien, cette formation a été dispensée au profit des 15 jeunes sapeurs-pompiers par le premier maître Franck Tavasso et du second maître Johan Tregouet, issus du bataillon des marins de Marseille. Ces éléments formés sont intégrés dans la brigade nautique de la Direction nationale de la protection civile. En effet, le sauvetage aquatique, la surveillance de baignade ou au cœur de la mission de la protection civile, qui est de garantir la sécurité de nos concitoyens sur toutes les plages de notre pays. Par conséquent, il permettra d'améliorer et de renforcer la capacité de la brigade nautique de la Direction nationale de protection civile. Ce fut aussi l'occasion de réceptionner des lots de matériel de sauvetage aquatique offerts par la coopération française, composés des combinaisons de planches, des bouées de sauvetage, des filins, des jumelets. Le colonel Laurent Le Goff, attaché de la sécurité intérieure de l'ambassade de France à Djibouti, a souligné qu'il est un réel plaisir de renouveler, être toujours présent chaque fois avec vous et aujourd'hui pour clôturer cette formation qui est très particulière, incontestablement. Ces matériels serviront, a-t-il rappelé, pour amplifier l'assurance de la sécurité djiboutienne et des Djiboutiens sur toutes les plages. Le cœur de la mission du sapeur-pompier, se sauver, secourir, et vous allez avoir désormais des outils, des moyens et surtout des jeunes, alors que des jeunes hommes, il y aura peut-être bientôt des jeunes femmes, mais bravo messieurs pour la progression que vous avez montrée pendant ces 15 jours de formation. J'ai eu des discussions très instructives avec nos deux camarades du bataillon des marins-pompiers de Marseille qui nous ont dit tous les efforts que vous avez fournis pour être aujourd'hui à un niveau qui vous permettra d'intervenir en sécurité pour vous et pour les Djiboutiennes et les Djiboutiens sur toutes nos plages. C'est une mission qui vous est dévolue par décret du président de la République, donc c'est quand même une formidable mission que vous allez être encore mieux en capacité aujourd'hui de réussir. Eh bien, dans son discours, le colonel Moussa Mahmoud, directeur national de la protection civile et commandant des corps des sapeurs-pompiers, s'est réjoui d'être présent à cette cérémonie hautement importante et a adressé ses remerciements les plus chaleureux au secrétaire d'État chargé des sports, M. Hassan Mohamed Kamil, pour son soutien indéfectible et inestimable lors de la préparation de cette formation en validant l'accès gratuit à la piscine nationale. Écoutons-le. Aussi à l'endroit même du colonel Le Goff, l'attaché de la sécurité intérieure auprès de l'ambassade, qui ne ménage aucun effort avec
mon lieutenant de faisceau, Chanouni Orléans, qui est mon conseiller à la protection civile, pour tout ce que vous apportez comme soutien, comme formation, et j'en passe des meilleurs au niveau, à l'encontre droit des sapeurs-pompiers et de la Direction nationale de la protection civile. Je voudrais vous remercier, mon colonel. Je voudrais aussi un remerciement particulier à l'endroit des formateurs qui nous viennent tout droit du bataillon marin-pompier de Marseille, qui nous a, pour notre majorité, formés. Une attention particulière à l'endroit des sapeurs-pompiers qui ont été formés. Sachez qu'à compter de ce jour, vous allez travailler indépendamment de votre travail en allant à l'incendie, mais travailler dans cette optique-là. Vous n'allez pas outrepasser vos prérogatives, vous allez travailler communément, parce qu'il y a d'autres institutions Djibouti qui rentrent dans ces missions régaliennes, mais vous, vous êtes chargé de la surveillance des baignages et des secours aquatiques. Par voie de conséquence, s'il y a d'autres institutions à laquelle nos prérogatives rentrent en commune, vous allez collaborer, car nous sommes tous des Djiboutiens et nous sommes des forces de sécurité et de défense qui travaillent à cette optique-là. Direction le sud du pays où la ville de l'Unité est en état d'alerte pour cause d'une opération de grande envergure conjointe orchestrée par la préfecture de Dikil avec le conseil régional pour mettre un terme aux errances animales, notamment à ces moutons et chèvres qui prennent plaisir à orner les rues du centre-ville de Dikil et de leur charmante création. Au cours de cette intervention, sans équivoque, des centaines d'animaux ont été rassemblés et transférés vers le parc à bétail de Dikil où ils bénéficieront désormais des soins appropriés, d'une alimentation adéquate et saine. Les propriétaires sont sommés sans équivoque de se conformer au décret en vigueur sous peine des sanctions en vue de la restitution de leurs animaux. Durant cette opération, des hordes d'animaux ont été délogés puis convoyés dans le parc à bétail de Dikil. Au cours de cette intervention sans équivoque, des centaines d'animaux ont été rassemblés et transférés vers le parc à bétail de Dikil où ils bénéficieront désormais des soins appropriés. Et dans l'actualité internationale, je vous le disais dans le titre, où 4 perquisitions ont été menées par les enquêteurs ce mardi et 2 personnes ont été interpellées dans le cadre des investigations portant sur l'attentat qui a fait 2 morts à Bruxelles, a annoncé mardi après-midi le procureur fédéral Frédéric Lanlouis en conférence de presse. Le suspect décédé dans la matinée après avoir été blessé par balle a été repéré peu avant 8 heures par un témoin dans un débit de boisson. Des policiers locaux se sont rendus sur place lors de l'intervention. Des coups de feu ont été tirés par la police et le suspect a été abattu. Même si les services de secours ont tenté de le réanimer avant son décès, constaté à 9h38, c'est en détail donné par le procureur. Il a indiqué par ailleurs qu'une arme de guerre et un sac de vêtements ont été retrouvés dans le café où il se trouvait, tandis que 2 armes de pointe et un couteau ont été retrouvés à proximité immédiate de son logement. C'est la fin de cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis. Restez avec nous pour la suite de nos programmes télévisés. Le programme continue sur Télé Djibouti et bon week-end à vous.